Bienvenue à Horreur Québec, le balado. Donc oui, bienvenue à ce nouvel épisode de Horreur Québec, le balado. Épisode sur la saga de Purge. On a un épisode spécial sur la saga de Purge, dont le nouveau film de Forever Purge est sorti tout récemment. On va en discuter avec une collaboratrice d'Horreur Québec, Élise. Mais avant tout, je veux saluer les gens avec qui je suis actuellement pour la section nouvelles. Alors Chloé, salut Chloé. Salut Raph, ça va? Salut, ça va très bien. Et bien sûr, Eric, notre fidèle Pierre Bruno, toujours en poste. Toujours, toujours. Moi, je prendrai jamais ma retraite comme Pierre Bruno, là. On veut t'avoir jusqu'à ce que tu aies les cheveux blancs et que tu aies la misère à te traîner. Ah, mais ça. Là, je commence à avoir la barbe blanche, là, mais là, et là, en plus, je suis vacciné une deuxième fois depuis hier. Oh! Donc, oui, je vais pouvoir me donner la bouche que veux-tu. Wow. Oui. Écoute, j'ai bien hâte. L'appel est lancé. Ouvrez grand et j'arrive. Je peux pas croire que j'ai dit ça. C'est bon, c'est très drôle. Non, vous autres, vous allez bien, toi, Raphaël, comment tu vas? Ça va super bien. J'ai été voir le dernier film de The Purge au cinéma hier soir, puis j'ai trouvé ça très cool, donc ça m'a mis de bonne humeur. Ah, ben super. Écoute, ça me donne un petit avant-goût de ce que vous allez discuter tantôt. Cool. Est-ce que vous êtes prêts à commencer les petites nouvelles? Ouais. En ce début de juillet, quand même. C'est vrai. Ah oui. Et là, j'ai une petite... Ben, non, c'est pas une petite nouvelle. Je me rétracte. C'est quand même une grosse nouvelle qui fait jaser et qui divise les maisonnées. Écoute, on a eu des nombreuses causes de divorce à cause de ça. Mon Dieu. Oui, hein? Blumhouse produira le nouveau The Exorcist. Oui. Ouais. Donc, ça fait jaser. Ah oui. Hein? Tu sais, qu'on soit pas ou contre, ben écoute, il va en avoir un autre. C'est un remake ou une suite spirituelle. Oui, le nouveau film tira profit de la formule éprouvée par le dernier Halloween de 2018, la trilogie, le deuxième qui sort au mois d'octobre. Donc, écoute, il y a un lien ici en plus. C'est David Gordon Green, le réalisateur des derniers Halloween, qui est en pourparlers pour le nouveau film, tandis que William Friedkin va pas être impliqué là-dedans. Et Jason Blum a pris la parole, puis il voulait... Check bien ce qu'il nous dit. Ça va être comme la suite d'Halloween de David. Je pense que les sceptiques seront agréablement surpris. Nous avions beaucoup de sceptiques à propos d'Halloween et David les a renversés. Rien de... Je pense qu'il va renverser la vapeur pour The Exorcist. Donc, écoute, je te laisse parler après, ça sera pas long. Écoute, hein, je me sens comme à l'école. Attends ton tour. C'est bon. Mais le réalisateur, ce qu'il dit, c'est qu'il veut faire un film qui fonctionne pour les deux publics. Pour ceux qui connaissent déjà et qui adorent The Exorcist et qui sont furieux qu'ils refassent tout de suite, peu importe comment on l'appelle. Et il veut que ces gens-là sortent heureux du film et il veut conquérir ceux qui n'ont jamais entendu parler de The Exorcist. Ça, on les juge un peu quand même. Bref, écoute, je te laisse parler après. Moi, je suis pas contre. Si ça peut donner le même résultat qu'Halloween, que moi, j'ai adoré. Écoute, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ben, je suis d'accord avec toi, pourquoi pas, à quelque part, mais en même temps, j'ai comme un peu... tu sais, de base, c'est pas un secret pour personne dans le podcast. Je l'ai dit quelques fois que je suis un peu tanné des reboots, mais de manière générale, je pense que juste entre Halloween et Exorcist, il y a quand même une grosse différence de ton, là. Ouais. Halloween, il y avait quand même le premier qu'on met souvent comme une espèce sur un piédestal de chef-d'œuvre de l'épouvante. C'était un slasher. Il y avait un côté un peu fun aussi dedans. Là, on ne se le cachera pas. Là. C'était pas juste à être complètement terrorisé. Parce que The Exorcist, c'est pas du tout la même affaire. Là. The Exorcist, c'est comme un truc beaucoup plus accentué autour de la thérapie puis qui pose des questions importantes sur la spiritualité, sur la psychologie, la foi, la science. Puis, je sais pas, moi, si le traitement à Blumhouse, David Gordon Green, est approprié tant que ça pour une franchise comme ça. D'autant plus que les suites d'Exorcist, on peut en dire ce qu'on voudra, mais moi, Exorcist 2 puis 3, je trouve qu'ils ont leur place dans la saga, puis je sais pas si j'ai envie de les effacer ou... En tout cas, je suis comme un peu dubitatif. Là. C'est sûr que je laisse la chance au coureur. Là. Je vais aller voir en salle comme tout le monde. Là. Je vais pas bouder mon plaisir, mais...
Je sais pas, je suis un peu dubitatif de ce choix d'équipe-là. Mettons, tu sais, je pense que si on était pour rebooter Exorcist, une saga comme celle-là, je pense que c'est peut-être plus intéressant d'aller dans une direction un peu plus à la A24. Je sais pas trop. Je veux pas non plus mettre tu sais, absolument des bâtons puis tu sais, être un anti-Blumhouse. Blumhouse, je les aime pour plein d'affaires, mais je sais pas si Exorcist c'est comme une saga qui sied bien à une compagnie comme celle-là. En tout cas, c'est comme juste un peu. J'ai des doutes. OK, je comprends. Toi, Ouais. Chloé? Moi, je trouve que Blumhouse a quand même réussi à se réinventer une couple de fois pour différents styles. Fait que je suis pas 100% contre, mais je comprends d'où tu viens quand tu parles de A24. Peut-être que oui, en effet, ça aurait été un petit peu plus adéquat. Mais Non, je mais pense calmez-vous, que... la police arrive, mais tout va bien. Et on l'entend. On l'entend, mais écoute, nos corps sont cachés, c'est correct. Ça reste entre nous. J'ai pas encore été à Hollywood attaquer Blumhouse, là, ça va. Mais excuse-moi, Chloé, écoute, maudit police. Continue, excuse-moi. Oui, moi je pense que c'était une question de temps. Là. Ils refont tous les films, donc à un moment donné, je pense que les gens qui sont outrés, il faut juste qu'ils reviennent à la réalité et qu'ils réalisent que c'était à prévoir. Ouais. Ouais. Tous les grands le monde qui pique des classiques. crises non plus, ça vaut pas la peine de criser pour ça. Non, c'est ça. Ça peine ta journée. Là. Il n'y a pas eu de divorce, je vous rassure, il n'y a pas eu de divorce par rapport à ça. Mais moi, ce que je trouve, j'aime mieux qu'il soit dans les mains de David Gordon Green, un réalisateur que je peux me fier un peu, ou, contrairement à un no-name que je connais pas, puis je suis comme, ben bon. Qu'est-ce que tu veux? Si ça peut faire connaître ça à des jeunes fans d'horreur, pourquoi pas? C'est ça. Puis de toute façon, le premier exorciste n'arrête pas d'exister pour autant. Là. Le monde non, tout à fait. Ça va peut-être même donner un regain d'intérêt. Là. Oui, puis moi, écoute, ça fait pas si longtemps que j'ai vu le 3 pour la première fois, puis j'ai adoré ça, contrairement aux deux. Le 3 est vraiment excellent. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il y a la série qui a été annulée après 2 saisons, qui est excellente. Ouais. Il aurait peut-être pu aussi partir de cette série-là, peut-être faire un film par rapport à ça, je ne sais pas. Je pense que c'est assez de succès pour que ça soit. Ouais. Mais si vous avez la chance, je crois qu'elle est disponible sur Netflix, si je ne me trompe pas. Ben, elle était récemment, là. Peut-être qu'elle est loin. Mais écoutez, allez voir ça, ça vaut vraiment la peine. Moi, j'ai adoré ça. Tant qu'à parler de tous les types d'exercices qui existent, il ne faudrait pas oublier le roman, qui est un des meilleurs romans d'horreur que j'ai lu de ma vie. As-tu vu? Celui avec lequel tu t'as commencé. Oui. Ben écoute, je ne savais pas, je vais essayer de lire ça bientôt, je pense. C'est excellent. OK. Tigidou. J'enchaîne. Si vous êtes à Montréal ou dans les environs, et là, vous nous écoutez avant le 9 juillet, vous avez la chance de voir The Texas Chainsaw Massacre présenté sur grand écran au cinéma moderne le 9 juillet. Les billets sont disponibles sur leur site du cinéma moderne. C'est présenté en 2 cas. Donc, tu parles qu'il fait chaud, le film se passe justement qu'il fait super chaud, donc c'est le moment idéal en juillet pour aller voir ce film-là. Dans l'ambiance. Et découvrir si vous ne l'avez pas vu encore. Bref, ça vous tente, allez-y au cinéma moderne sur le boulevard Saint-Laurent. Et même si vous l'avez déjà vu, l'occasion de voir sur un grand écran, ça ne se boude pas non plus. Oui, absolument. Tout à fait. J'enchaîne aussi avec une autre petite nouvelle. Il y aura pour les amateurs de Alien une série en développement par Disney. Écoute, là, on a très peu de détails pour l'instant. On sait que le responsable du projet, c'est Noah Hawley, j'espère que je le prononce bien, qui a réalisé la série Legion, la série Fargo. La série Legion qui est excellente, si vous ne l'avez pas vue. Et il voulait juste, dans le fond, on n'a pas de date sur la sortie, mais il voulait juste préciser que Ripley ne sera pas dans la série. Donc, si vous comptez voir Ripley, elle ne sera pas là. Il voulait vraiment se concentrer sur les aliens et sur les humains, sur l'espèce de crise d'humanité souvent qu'on vit à travers le petit groupe. Donc, c'était vraiment plus là-dessus qu'il voulait se pencher. Il ne voulait pas briser
ce que les films ont fait avec Ripley. Donc, si ça vous intéresse, sûrement ça va être sur Disney+. Ouais, probablement. Ouais. Mais bref, très peu de détails, mais on va C'est vous en en développement, parler. c'est ça, dans le fond? Oui, c'est en développement. Écoute, on n'a vraiment pas plus de détails que ça. Bref, je mets un homme là-dessus. je vous tiens au courant. Et comme nous, on enregistre début juillet, donc c'est le moment idéal pour parler des nouveautés Blu-ray, DVD. Si vous êtes collectionneur, c'est le moment. Donc, je vous fais un peu la liste de qu'est-ce qui sort. Le 6 juillet, Dark Spell, film de cette année, sortira en Blu-ray. Sinon, Mortal Kombat, je pense que Raphaël, tu l'as vu. Ouais, j'ai fait de la critique pour le site. Oui. Ouais, moi je le conseille. Là. C'est sûr qu'il ne faut pas vous attendre à voir un truc grandiose. Là. Le scénario tient sur un post-it, là, mais ça reste une bonne adaptation de Mortal Kombat si on se quête pas trop du lore, mettons. Si vous étiez plus des fans du jeu de combat puis vous êtes intéressé pas trop à l'histoire, ben vous allez sûrement aimer ça. OK, cool. Ben écoute, il est même disponible en 4K Ultra HD. Wow. Si jamais vous avez capoté là-dessus. Sinon, The Night de 2020 est disponible. House of Wax 2005 qui ouais, House of Wax. Ouais. Ouais, ben, regain d'intérêt pour ce film qui était un peu passé à l'oublier, mais moi, je me rappelle, c'est un des premiers films d'horreur que j'ai vu. Ah ouais? Ben, tu sais, c'était ma génération. Là. Oui, c'est vrai, t'es jeune. Il y avait le dude de Supernatural, puis voyons, comment qu'elle s'appelle? Paris Hilton. Paris Hilton. Comment l'oublier? Ben, moi, il me semble que je l'avais vu, puis c'est pas le film du siècle, là, on s'entend. Mais c'était pas désagréable. Là. Ça, moi, j'avais comme 12-13 ans, puis, tu sais, c'est ça. C'était avant que je m'éveille un peu à mon amour pour l'horreur que j'ai aujourd'hui. Puis, c'était un film d'ado, essentiellement. Là, fait que j'étais vraiment le public cible. Oui, tout à fait. Ouais, mais je l'avais même en DVD. Je l'ai peut-être même encore quelque part. Si vous voulez faire un cadeau à Raphaël, achetez-y la version Blu-ray. Le Blu-ray acheté 4K de House of Wax. Oui, écoute, le 20 juillet, pour ceux qui ne l'ont pas vu, Spiral from the Book of Saw de Darren Lynn Bousman va sortir. L'avez-vous vu? Ou, ouais, je l'ai vu, mais ça fait pas longtemps. Je l'ai loué en VOD. OK. Puis, ouais, j'ai trouvé ça correct. Okay. Moi, je pense que c'est assez mitigé. Là. Je pense qu'il n'y a pas de grande critique positive. Je ne vais pas élaborer dessus parce que je ne vais pas lancer une analyse, mais mettons que ça passe. Là. Pour moi, ça passe, mais c'est vraiment oubliable. Okay. J'ai aucune envie de le revoir bientôt. Là. Puis même, je pense pas que plus tard, je vais avoir des envies de me le retaper. D'accord. Sinon, aussi, le 20 juillet, il y a 8-Legged Freaks, que moi, j'avais bien aimé, avec les araignées géantes, là. Avec, j'ai oublié son nom, David, c'est-tu David Arquette? Ça, oui, David Arquette. Aidez-moi pas. J'ai pas vu aucune idée. OK, bon Dieu. Ben écoute, pourtant, Raphaël, un film de série B avec des araignées géantes. Ah ouais? Ça m'est quand même passé en dessous de mon radar. Ah, ben écoute, je te le conseille. Je le mets sur ma liste, puis je t'en reparle au prochain épisode. Excellent. Il y a même, écoute, je ne le connaissais pas ce film-là, de Sean S. Cunningham, qui a réalisé le premier Friday the 13th, Stranger is Watching de 1982. Et là, le 27 juillet, je pense que là, il y en a qui vont acheter quelques films. Il y a Quiet Place Part 2, que je n'ai toujours pas vu. Et par rapport à ça, par rapport à cette suite-là, on a une petite nouvelle. Écoute, si vous êtes abonné à Prime le 13 juillet, ça va être disponible gratuitement, là, dans le sens qu'il n'y a pas de frais supplémentaires. Oui. Donc, c'est une bonne raison pour vous abonner ou essayer l'essai gratuit d'une semaine. Moi, c'est ce que je vais faire, je crois. Et je vous encourage à regarder A Quiet Place Part 2. Très bon film. Est-ce que tu l'as vu, Chloé, toi? Non, pas encore. Okay. Je n'étais pas une fan du premier, fait que je ne me suis pas pitchée, mais je vais l'écouter éventuellement. Bon, ben écoute, si tu es abonné à Prime, tu pourras à partir du 13 juillet. Ensuite, on a... J'ai perdu ma page, c'est ma faute. On a The Dead Zone de David Cronenberg. Excellent film.
basé sur le livre de Stephen King, si vous ne l'avez pas vu. Donc, aussi, le 27 juillet, Le Pacte des loups de Christopher Gans sera également disponible en Blu-ray et DVD. Ben, en Blu-ray surtout. Donc, Le Pacte des loups, est-ce que vous l'avez vu, vous? Non, pas du tout. Non plus. C'est un film français. C'est vraiment cool. Christophe Gans, c'est le réalisateur de Silent Hill, le premier, là. Ah, OK. Première adaptation de Silent Hill. Puis c'est vraiment un film intéressant. Pour un film de genre français, justement, là, je vous encourage, si vous tombez dessus éventuellement, à regarder. Okay. C'est Moi, je bien pense que intéressant. je vais le mettre. Je ne vais pas s'en dire trop parce que je pense que ça se spoil rapidement. Mais ouais, essayez de ne pas trop en savoir dessus puis d'écouter. Puis je pense que c'est quand même quelque chose de très cool. Parfait. Je vais mettre ça sur ma liste. Donc, ça fait le tour si vous voulez grossir votre collection. Vous avez bien du choix pour tous les goûts. Et sur ça, je vous quitte. Ça fait le tour des grosses nouvelles. Merci encore, Eric. Comme d'habitude, toujours une joie de jaser et de découvrir ce qui s'est passé dans l'actualité des 2 dernières semaines. Ben là, allez pas vous chicaner pour dire exercice, là, ça vaut pas la peine. Non, c'est ça. On encourage les gens à rester polis et courtois sur les réseaux sociaux aussi. Oui, absolument. Ben oui, quand même. Bref, je vous dis à la prochaine. Je vous embrasse. On t'embrasse. À la prochaine. On est maintenant en présence d'Élise Henry-Pain, une collaboratrice à Horaires Québec avec nous. Élise, comment ça va? Ça va bien et vous? Très bien. Hey. Ça, on te reçoit pour parler de The Purge. Oui. Oui. Détail. Merci de me le rappeler. Oui, parce que dans le fond, toi, tu connais bien la saga, tu as vu les autres films, on présume aussi. J'ai vu les autres films, j'ai vu tous les films, je les ai réécoutés récemment. Par contre, j'ai juste vu des petits bouts de la série. Mais est-ce que vous avez vu la série? Non, mais je pense que c'est pas essentiel pour comprendre les films. Je pense que c'est un bon... d'après ce que j'ai compris, ça se situe entre le 2 et le 4. Ouais, entre Anarchy et Election Year. Election Year, je crois que c'est 2040. Anarchy, je pense, je me souviens plus, mais je crois, le timeline est un petit peu plus flou pour la série, mais je crois que c'est 2027-2028. OK. Bon, ben, c'est ça. Ben, environ dans ces eaux-là. Ouais. Puis, je pense que c'est ça aborde d'autres thématiques intéressantes liées à la saga, mais qui ne sont pas nécessairement essentielles pour comprendre les films. En tout cas, moi, je ne l'avais pas vu non plus, puis j'ai compris ce qui se passait dans The Forever Purge. Oui. Ben, il y a des trucs intéressants. Je l'ai pas vu, j'ai juste vu des petits bouts, mais j'ai quand même lu dessus là, pour me préparer pour aujourd'hui, puis aussi pour un dossier que je suis en train d'écrire pour Horaires Québec. OK, cool. Mais sans avoir la motivation de me taper, les deux saisons. Puis c'est ça, il y a des trucs intéressants, mais comme tu dis, on n'a pas besoin de l'écouter pour bien comprendre c'est quoi qui se passe là, dans la franchise. D'ailleurs, on parle de la purge 1, 2, 3, 4, sauf que quand on regarde les titres, il n'y a pas vraiment de 1, 2, 3, 4. Parce qu'on peut les écouter, c'est toutes des stand-alone, on peut les écouter. Et les personnages qui reviennent, il y a une couple de personnages récurrents, mais... Ouais. Mais c'est pas nécessaire d'avoir vu le 3 pour écouter le 4 ou, etc. Fait que... Non, c'est vrai. C'est un côté positif, moi, je trouve, de cette série-là. Il y a un côté presque anthologique, quelque part. Absolument. On part d'une prémisse, mais ça va dans différentes directions. Ceux qui voudraient l'écouter en ordre, je crois, ce serait The First Purge, Election Year. Ça se peut-tu? Non. The First Purge, The Purge Anarchy, ensuite Election Year, ensuite The Forever Purge. Ouais. Est-ce que j'ai tout dit comme... Oui, je pense que c'est ça. Au niveau de la timeline, c'est pas mal ça. Oui, OK. Ouais, mais c'est ça. En plus, les titres sont pas... Est-ce que, surtout, au moins, on n'est pas anglophone. Parce que si tu es anglophone et tu dis genre que tu as aimé The First Purge, il faut que le monde pose la question, est-ce que c'est le premier Purge ou c'est le film The First Purge? Ouais. En France, ça s'appelle American Nightmare, je crois. Oui, j'ai trouvé ça moi aussi.
Oui, Mais c'est c'est drôle. ça, c'est intéressant comme de faire de ce choix de. Probablement parce que c'est drôle que les Français traduisent un titre anglais par un autre titre anglais, mais Oui. deuxièmement, parce que il y a vraiment le côté américain qui est mis de l'avant. Puis je trouve ça plus fun intéressant que les Européens mettent vraiment l'accent là-dessus parce que c'est vraiment un des films qui parle de l'Amérique. Là. Rêve américain, beaucoup. Donc là, on parle de American Nightmare. Le contraire du rêve américain. Qui est l'inverse de American Ah, Dream. j'avais même pas pensé à ça, ben oui. Ouais, c'est clair. Moi non plus, j'ai pas pensé à ça. Bien vu, Chloé. Non, bien vu. Ouais. Puis c'est ça, tu sais, justement, on peut peut-être commencer par juste faire un peu un récapitulatif de la saga. Là. Comme on l'a dit, justement, ça a commencé avec le premier film de Purge qui pour plusieurs, n'allait pas au bout de sa prémisse, dans le sens que on parle d'un film où tout est légal durant la nuit, tous les actes criminels sont légaux, avec certaines règles à respecter. On ne peut pas s'en prendre à des politiciens, on ne peut pas avoir certains types d'armes trop lourdes, c'est classe 4 et moindre, et d'autres affaires comme ça. Puis c'est sous le prétexte que l'être humain aurait besoin d'expier ses pulsions violentes. On va pendant une nuit à chaque année, les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent et supposément ça réduirait le crime et tout ça. Puis le premier film, vous en avez pensé quoi, vous autres, avec Ethan Hawke, l'espèce de home invasion qu'ils ont fait avec ça? Peut-être Chloé en premier. Oui, vas-y, Chloé. Moi, je l'ai trouvé correct. Quand je l'ai vu, je l'ai apprécié. Puis quand je l'ai revu après avoir vu tous les autres, je l'ai trouvé moins bon un peu que les autres. La raison, c'est que, c'est un huis clos, sauf que je trouve qu'ils ne vont pas au bout de ce qu'on peut faire avec un huis clos, c'est-à-dire qu'on ne sent pas on n'a pas le sentiment de claustrophobie qu'on a dans un huis clos habituellement. Aussi, je tiens à dire que le personnage, pas le personnage principal, mais le méchant principal, là, l'espèce de petit blond, il vous a pas fait penser à un autre méchant dans un autre film? Un autre petit blond? Ouais. Un non. genre de Funny Games? Oui, Funny Games! Oui, tellement. Allô, tu sais, puis c'est pareil comme Funny Games, c'est exactement le même genre de personnage, donc l'inspiration est grosse comme le monde, mais c'est pas aussi fort, tu sais, Funny Games, mon Dieu, tu te sens mal à l'aise. Funny Games, c'est un film que je réécouterai jamais, moi. c'est extrêmement énorme comme film. Ah oui. Mais c'est ça, j'ai trouvé que bon, c'était divertissant, mais on n'allait pas aussi loin qu'on aurait pu aller. Ça, c'est mon impression du premier en général. Toi, Élise? Je suis d'accord avec toi. Moi, je l'avais été le voir au cinéma en préparation d'un podcast d'ailleurs. Et j'étais très excitée parce que je trouvais que c'était vraiment intéressant comme concept. Puis, j'ai été laissée sur ma faim. Un peu comme tu dis, bon, le côté claustrophobe, il n'est pas. Je pense que c'est dû à la manière, entre autres, là, à la façon dont la maison est comme filmée. On dirait qu'on ne comprend pas comment elle est faite, cette maison-là. Tu sais. Et puis, une autre affaire qui ne fonctionnait pas pour moi, que je trouvais loufoque, c'était le petit garçon, là, qui est comme une espèce de poupée avec une flashlight qui se promène sur une voiture téléguidée, puis qui communique en code morse. Avec son œil. Moi, je me disais, hey, si j'étais là-dedans, je donnerais un coup de pied, cette poupée-là. Arrête de me suivre, mon Dieu. Mais fait que ça n'avait pas vraiment fonctionné. C'est sûr qu'un truc qui est intéressant, c'est qu'on voyait que, l'inaction, donc comme celle de la famille de Ethan Hawke dans le film, les rendait complices. Donc, sans supporter, il supportait la purge de façon hypocrite. Il y avait leur espèce de petit sticker dehors là, qui disait qu'il supportait ça, mais on voyait qu'il s'enrichissait en vendant des appareils de sécurité aux personnes qui pouvaient se le permettre. Et puis, aussi, il n'y a pas... Je pense qu'on essaye de nous vendre une espèce de change of heart. Je suis désolée, je n'arrive pas à penser au terme français, mais comme quoi qu'il y avait appris la famille de cette nuit-là. Parce qu'on se rappelle, il y a un sans-abri noir qui se fait pourchasser. Le petit garçon le laisse rentrer à la maison. Mais Ethan Hawke, il n'est pas down là, avec ça. Là. Puis quand que les méchants ils rentrent dans la maison, le noir il est encore attaché. Là. Oui. Fait qu'il n'y a pas vraiment de gros
de gros change of heart ou le contexte, l'espèce de critique là, des inégalités sociales, du fait que la purge sert à se débarrasser et je dis ça entre guillemets, là, des maillons faibles de la société, c'est un thème qui est très secondaire dans ce film-là. Mhm. Oui, je suis assez d'accord avec toi. C'était ça un peu mon impression aussi après l'avoir revu là, récemment. La première fois que je l'ai vu, je l'avais vu en salle avec des amis, ça m'avait pas trop marqué. Mais là, après l'avoir revu récemment, je me suis dit vraiment qu'il y avait une espèce de potentiel qui sont pas allés jusqu'au bout. Puis c'est une chance que le film a eu un peu de succès et qu'ils ont pu exploiter ça un peu plus dans les suites parce que dans le premier, je trouvais qu'on est resté un peu sur notre fin. Puis la comparaison avec Funny Games qu'elle a fait Chloé, je trouve que c'est très juste. Le discours sur la violence dans Funny Games, mettons, c'est beaucoup plus pertinent, beaucoup plus grinçant. Dans The Purge, j'ai l'impression que surtout dans le premier, on a voulu aller un peu dans ce sens-là, mais que c'était un peu plus maladroit, c'était un peu plus difficile de vraiment comprendre où le film voulait en venir. Parce que, mettons, c'est gros comme le bras, l'espèce d'idée de comme l'être humain doit des pulsions naturelles, l'homme est doux pour l'homme. Peut-être ce discours-là que le film véhicule dans sa prémisse, mais qui dans le reste du film, et somme toute, ça aurait pu se passer n'importe quel soir dans cette banlieue-là. Ça n'avait pas besoin d'être de Purge, puis ça serait passé exactement de la même façon. À quelque part, je trouvais que justement, le côté qu'on peut se faire confiance entre nous, etc., l'espèce de paranoïa qui se développe aussi dans les autres films, c'est justement, c'est comme compliqué de faire confiance aux gens à cause de la purge, puis du fait qu'on peut être backstabé n'importe quand. Dans ce film-là, justement, peut-être le côté huis clos, justement, claustrophobie aussi, comme vous l'avez déjà dit tous les deux, dans le fond, justement, je trouvais qu'au niveau du ressenti, le fait que ce soit The Purge, ça apportait pas grand-chose au film, puis je trouvais que le concept était assez mal exploité, somme toute. Oui, effectivement. Le budget était tout de même assez... C'était quoi le budget? Je l'ai noté 3 millions. 3 millions versus de 9 à 25 millions pour les suites. Donc, il y a peut-être... puis je me dis que Ethan Hawke a dû prendre une grosse partie de ces 3 millions. C'est peut-être un petit peu pour ça, mais non, c'était pas très mémorable comme film, selon moi. Là. Puis le 2, The Purge Anarchy, où là, on a vraiment décidé de sortir dans les rues. Est-ce que vous avez une opinion un peu là-dessus? Ben oui, je vais faire ce cours. Dans le fond, c'est un format qui va se répéter dans les autres films, c'est qu'on suit plusieurs personnages qui ne semblent pas connectés a priori, mais dont les destins vont se croiser. Donc, on a entre autres un policier qui décide de profiter de la nuit pour se venger de l'homme qui a tué son fils dans un accident de voiture. On a un homme qui accepte, lui, d'être chassé lors de l'événement pour un homme pauvre, là, pour que sa famille puisse recevoir un montant d'argent. Et puis, en arrière-plan, on a une manifestation anti-purge qui est menée, si je ne me trompe pas, par le sans-abri du premier film. Oui. Est-ce que je dis n'importe quoi? C'est bien lui, Non, c'est exactement ça. C'est ça. OK, c'est lui. Le ton est plus cynique que dans le premier. Je pense qu'un truc qui est intéressant, c'est qu'on voit que les New Founding Fathers of America, qui sont l'organisme au pouvoir là, qui organise la purge, contrôlent les médias et que pour vraiment avoir des informations qui sont véritables, les gens vont se tourner vers des sources alternatives comme des vidéos qui vont circuler sur les médias sociaux, par exemple. Et ça fait beaucoup, beaucoup penser à la grande importance des vidéos maintenant, surtout pour dénoncer les violences policières. Donc, évidemment, si on pense par exemple à George Floyd, donc, dont la mort, le meurtre aurait sans doute passé quasi inaperçu si ça n'avait pas été filmé. Donc, il y a ce côté-là qui est intéressant. Et puis, on voit aussi qu'il y a des mercenaires qui sont embauchés, qui sont engagés par le gouvernement lors de l'événement. Donc, c'est pas vrai que c'est vraiment pour purger nos pulsions. C'est vraiment pour se débarrasser là encore, les gros guillemets, pour se débarrasser d'indésirables.
Ouais, c'est le premier film de la saga qui place vraiment la NFFA là, comme les vrais bad guys de la série. Là, c'est clair que c'est eux l'entité qui est comme problématique dans ces films-là. Dans le premier film, c'était encore un peu l'être humain, l'homme versus l'homme. Mais dans celui-là, c'est vraiment très explicite que on commence vraiment le discours sur la nature humaine dans ce film-là. Dans le premier film, c'était un peu en sous-thème, mais c'était pas tout à fait exploité. Dans celui-là, on commence à comprendre que peut-être que effectivement, ce discours-là sur l'homme a besoin d'exprimer ses pulsions puis de faire acte de violence pour être bien. Peut-être que c'est pas un peu de la bullshit, puis qu'il y a peut-être quelque chose de plus grave qui sous-tend cette idéologie-là. Là. Oui, tout à fait. Toi, Anarchy, Chloé, qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, je l'ai bien aimé. C'est un de mes 2 préférés. Il y a beaucoup de choses à dire sur Anarchy. C'est le fait qu'ils sortent d'une maison, justement, c'est probablement parce qu'il y avait un peu plus de budget, là, qui court un peu dans les rues, qu'on voit ça, là, c'est beaucoup plus intéressant. Je trouve qu'il y a plus d'action. Les personnages aussi, le fait qu'il y ait beaucoup de personnages, ça n'empêche pas le fait qu'on s'attache beaucoup à ces personnages-là au final. Ouais. Particulièrement la scène où on voit le grand-père se sacrifier pour sa famille. Mm-hmm. Puis je sais que on voit pas grand-chose, c'est ça. On voit juste au début, le grand-père, il laisse une lettre, on comprend qu'est-ce qui s'est passé quand la famille trouve la lettre, puis là, on voit une scène où toute une famille de riches est autour de lui, puis ça coupe, puis on n'en entend plus parler. Bon. Il y a un côté de moi qui aurait aimé en voir plus de ce personnage-là, mais il y a un autre côté qui se dit que c'est pire, en fait. Le fait qu'on voit juste ça, notre imagination fait le reste, puis là, c'est fou tout ce qui peut se passer avec cet homme-là, là, tu sais, puis ça, c'est avec La Purge, tu sais, ils ont essayé d'aller un peu, tu sais, c'est très américain, là, on trouve pas de trucs très, très trash, là. Mm-hmm. Il aurait pu aller dans le très, très trash, tu sais, mais c'est bon. Ils ont fait ce choix-là. Mais mettons qu'il y a des choses que, tu sais... Mais ça fait qu'ils peuvent se réinventer à chaque film aussi, parce qu'il y a toujours des choses qu'ils laissent de côté. Puis, est-ce qu'on va en voir plus? Il y en a qui disent que le dernier qui vient de sortir, c'était le dernier. On verra. Si le film a du succès, ils vont en faire d'autres. Là. On oui, s'entend, exactement. C'est pas mal ça la raison pour laquelle les films sont produits souvent. Là. Exactement. Mais c'est ça. Oui, je serais pas surprise qu'il y en ait un autre. Oui, la porte est toujours ouverte dans le sens que c'est une prémisse. T'sais, contrairement à bien des sagas, ça ne tient pas sur des personnages ou ça ne tient pas sur une histoire, mettons, qu'on suit le narratif à chaque film. Ça va être vraiment une prémisse. C'est comme, à quelque part, c'est un peu comme les décadences où ça pourrait être n'importe qui à peu près, ça pourrait être n'importe quoi. La prémisse, c'est qu'il y a du monde qui sont capturés et qui sont torturés pour des raisons justement morales. Et là, dans ces films-là, il y a une purge, il y a des gens qui aiment ça, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Il y a un discours sur la violence aux États-Unis. Puis, je veux dire, on s'entend qu'avec un pays comme les États-Unis, ce discours-là va toujours être d'actualité. Là. Donc, c'est une saga qui a le potentiel d'aller... Justement, c'est pas pour rien qu'ils ont fait des séries avec ça aussi. Ça a le potentiel d'aller dans tous les sens. Là. Oui, absolument. Oui. Imaginez une purge en Alaska. Ça serait fou. Une purge au Québec, ça serait malade aussi parce qu'on n'a pas toutes des armes à feu. Là. Fait que oui, c'est vrai. Ça serait probablement plus sanglant. Ça serait probablement très sanglant. Mais est-ce qu'on y croirait? Est-ce qu'on parle... Je ne sais pas si au Québec, en tant que société, on pourrait arriver à un point où c'est qu'on élirait quelque chose comme la NFFA au pouvoir. Je ne sais pas si on a ce côté-là un peu, justement... Ouais. Je ne penserais pas, mais sait-on jamais. Oui, c'est ça. Je pense que le côté science-fiction de la prémisse serait beaucoup plus prononcé avec une société comme le Québec, avec les États-Unis, mais ça serait intéressant à voir, effectivement. Oui, on aime penser qu'on ne tomberait pas dans le panneau, mais bon, on pourrait être déçus et surpris. Oui, absolument.
Non, c'est sûr. Effectivement, là, je pense qu'il n'y a pas de société parfaite. Là. Non, c'est clair. Puis, c'est tout le discours de The Purge, ça part, mettons, toute la propagande qu'ils font dans le film avec le NFFA, ça part d'une idée qui est très répandue depuis des millénaires. Là. Je veux dire, l'idée que l'état de nature de l'homme, que c'est un état de préservation personnelle puis de violence. Je veux dire, on retrouve ça à l'Antiquité, puis ça a été beaucoup exploité par des penseurs comme Thomas Hobbes, avec son Léviathan. Là. En philosophie, c'est une idée qu'on retrouve, il y a toujours cette espèce de tension-là entre, mettons, Hobbes et Rousseau. Rousseau pour qui l'homme, dans son état de nature, est bon et corrompu par la société, tandis que du niveau de Hobbes, c'est l'homme par l'état de nature est foncièrement un peu plus mauvais et individualiste, et la société vient encadrer ça. Mais il y a vraiment... C'est pas pour rien que ce discours-là est tenu et encore tenu depuis aussi longtemps. C'est une question... La question de la nature humaine, c'est profond, puis on n'arrivera pas à répondre à ça dans notre podcast, nous trois, là, mais... Non, c'est clair. C'est pas pour rien que, justement, on peut faire autant de films puis de livres et de produits avec cette réflexion-là. C'est sans fin là, comme sujet. Puis, oui. On le voit bien dans les films aussi, ce contraste-là, parce que il y a, oui, énormément de violence, sauf qu'il y a le côté très, très, très humain des gens qui se mettent ensemble, souvent des étrangers qui vont s'allier contre, pas contre un ennemi, mais contre une menace, finalement. Tu sais. Ouais. Donc, je trouve que ça aussi, ça a été bien exploité, le côté humain. Oui. Puis, tu sais, sans sauter des étapes, là, parce qu'on est juste rendu au deuxième film, mais on voit ça aussi dans celui qui vient de sortir, donc des gens qui s'allient, mais tout en ayant des idées politiques, des convictions différentes. Oui, absolument. Ouais. On pourrait passer au troisième, d'ailleurs. Ben oui. Oui. Donc, Election Year. Donc, le troisième, c'est Election Year. C'est mon préféré, personnellement. Oui. Donc, on se retrouve justement une année d'élection. Il y a la NFFA contre, je ne me rappelle pas du nom du parti, mais une femme qui veut abolir la purge. Cette femme-là a été victime de la purge. En fait, sa famille a été victime de la purge, on peut dire qu'elle aussi. Mais elle a perdu sa famille au complet dans une purge quand elle était jeune. Donc, elle le prend comme objectif personnel de abolir la purge pour que personne n'ait plus à vivre ce genre de situation-là. Puis, c'est la première purge où il n'y a pas le règlement que les politiciens, voilà, j'avais juste le terme anglais en tête, que les politiciens ne peuvent pas être ciblés par la purge. Là, cette fois-ci, tout le monde peut être ciblé par la purge. Et la NFFA fait ça dans le but, évidemment, d'éliminer cette femme-là pour garder le pouvoir. Puis, c'est ça. Donc, moi, j'ai adoré celui-là. Je trouve qu'il y a beaucoup plus d'action. Les personnages sont encore plus attachants. On retrouve d'ailleurs le personnage du 2 qui est... le policier. Oui, exactement. Qui se trouve à être le gardien de sécurité de la politicienne. Il y a comme une petite tension qu'on sent qui n'est pas tant exploitée. Mais moi, j'aime ça, ce genre de situation-là, parce que je trouve que les films d'horreur, ce pas des films d'amour, mais on sent qu'il y a quelque chose entre les deux personnages qui fait qu'on veut qu'ils survivent à cette purge-là. Puis, c'est ça. Bon, évidemment, ils vont se retrouver... j'en dis-tu plus? Non, j'en dis pas plus. Okay. je vous laisse spoiler si ça vous tente. Qu'est-ce que tu as pensé d'Election Year? J'ai comme moins d'opinions sur Election Year. Curieusement, c'est pas qu'il est pas bon, c'est juste que je le trouve pas mémorable personnellement. C'est intéressant parce que le film est sorti en 2016, donc pendant la campagne électorale de Trump versus Hillary. Donc, c'est sûr que il y a quelque chose de plus large
il y a comme un parallèle avec la vraie vie aux États-Unis. Donc, c'est intéressant de ce point de vue-là. Ce que j'ai trouvé le plus intéressant dans le film, c'est pas tant thématique. En fait, un peu, on voit que la purge attire des touristes. Donc, il y a des gens qui voyagent de partout, un peu à travers le monde, pour pouvoir profiter de cette nuit de chaos-là aux États-Unis. Et au niveau des masques, un truc que je trouve toujours super intéressant avec cette franchise-là, c'est les costumes. Oui. Ouais. Puis, il y a beaucoup de symboles américains, de figures américaines qui sont utilisées dans les costumes. Donc, on a l'oncle Sam. L'oncle Sam, qui se promène. Ça, c'était comme pas mal ce qui avait attiré le plus mon attention dans le film. Fait que non, c'est pas celui sur lequel j'ai le plus de choses à dire. C'est correct. Mais moi, Election Year, je trouvais qu'il y avait quelque chose de très intéressant dans le sens que ça aurait pu être le dernier film de la saga. Là. Ça se terminait d'une manière un peu avec, sans spoiler, mettons, ça se finit que la saga aurait pu terminer là. Finalement, on a fait ce choix-là pour des raisons qu'on connaît. Aussi, l'avenir, finalement, au niveau des thématiques, là, comme tu disais, Élise, c'était vraiment la thématique de Trump versus Hillary. Puis là, finalement, comment ça se termine le film, on est quand même loin de la réalité. Et, et dans le fond, après ce qui s'est passé dans le vrai monde de la réalité véritable, il n'y avait quasiment pas le choix de continuer leur saga pour continuer leur discours, dans le fond, puis leur thématique à exploiter. Puis ce film-là, je trouvais que justement, peut-être le film, on parlait du 2 qui est un peu plus cynique que le 1. Lui, un peu moins cynique, je trouve qu'il y a un peu plus d'espoir là, au final. Les personnages qui sont contre la purge prennent un peu plus de place, puis mais en même temps, sans rentrer dans le gros spoil, finalement, ce qui règle le problème, c'est la violence aussi. Donc, est-ce que... Ouais. C'est ça. C'est des films qui nous forcent à se poser cette question-là. Puis le troisième, justement, très bien aussi, je trouve qu'il avait parfaitement sa place. Puis souvent, je trouve que les troisièmes films des sagas, c'est les films, c'est qu'on essaie de comme le plus étoffer la thématique puis le plus être clair. Dans la saga de Purge, jusqu'à l'arrivée du cinquième, je trouvais que c'était quand même lui qui clarifiait, qui avait le propos le plus clair puis qui clarifiait le plus c'était quoi l'espèce de discours de la saga. Mais avec le cinquième film, je pense qu'on va encore plus loin puis j'ai hâte qu'on en parle, mais on va pas en parler tout de suite. Mais quand même bien aimé moi aussi Election Year. Si je peux rajouter, il y a un des méchants dans une méchante. Et qu'elle mangerait une claque. Tu sais, quand t'as envie là, d'embarquer dans le film puis de défendre les personnages. Là, Là, tu parles de Election Year? Oui, la fille, celle qui vole une barre de chocolat au début. Là. Avec toutes les lumières sur son char. Oui, là. c'est ça, oui. Elle n'est pas fine, elle. Ah non, elle n'est pas fine. Mais l'actrice est excellente. C'est là qu'on reconnaît les vrais acteurs. C'est quand tu oublies que c'est des acteurs. Puis, tu sais, tu as le goût de rentrer dans tes vies et de la puncher. Oui, c'est ça, exactement. Oui, c'est vrai qu'elle, on la déteste particulièrement. Fait qu'on on passe-tu à The First Purge? Yep. Je vais vous laisser en discuter parce que c'est pas mon préféré. OK. Est-ce que tu veux y aller, Raphaël? Je veux bien. Je peux présenter le film rapidement. Justement, après avoir conclu la trilogie au niveau de la timeline là, sur quelque chose qui laissait un peu une note d'espoir, on décide, au lieu d'aller voir ce qui se passerait à la suite de ça, de revenir dans le passé avec The First Purge, qui est vraiment une prequel, où c'est qu'on va vraiment explorer comment ça s'est installé, cette idée-là, comment les NFFA, les New Founding Fathers of America, le parti qui est responsable de l'instauration de la Purge, vont s'y prendre pour faire passer cette idée-là dans le zeitgeist, là, que le monde accepte de participer à ça. Fait que c'est un film qui a beaucoup un discours sur le marketing, sur les médias, en même temps d'avoir un discours sur le pouvoir et qu'est-ce que ça fait.
On suit plusieurs personnages, dont des personnages qui reviennent, justement le personnage de la candidate, la politicienne là, qui était tout jeune à l'époque, puis qui participe à l'instauration du projet. Et dans le fond, c'est un film qui à l'image des autres de la Purge, peut-être un peu plus, à mon avis, oubliable que les autres, parce que je trouve que c'est tard dans la saga pour exploiter les débuts, alors qu'on a vu où ça allait, de voir les débuts. Je trouvais que c'était peut-être moins nécessaire, dans le sens qu'on savait, à partir du deuxième film, on commençait à savoir que c'était une espèce d'idéal de bullshit, où c'est qu'ils se servaient de la purge pour se débarrasser des éléments nuisibles au régime. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous autres, Élise? Moi, je l'ai bien aimé. Il faut dire que c'est probablement, quoique le dernier qui vient de sortir, là, il y a un chien qui n'est pas content. The Forever Purge n'est pas très subtil non plus, mais The First Purge, c'est probablement le moins subtil, le moins subtil du lot. Peut-être que c'est ça dont on avait besoin. C'est sorti justement en 2018, donc pendant la présidence de Trump. Et puis, il y a quand même, ça peut être difficile à écouter parce qu'il y a plusieurs scènes de violence qui font écho à des événements qui se sont vraiment produits. Donc, par exemple, la manifestation Unite the Right à Charlottesville en 2018 ou encore la fusillade de l'église de Charleston en 2015. Donc, on ne nous montre pas ce qui se passe à l'intérieur de l'église, mais on en voit assez pour comprendre là, c'est quoi qui se passe. Et aussi, la plupart les New Founding Fathers vont engager des suprémacistes blancs pour faire le ménage, là, si on peut dire. Et les costumes, là encore, c'est toujours très intéressant. Donc, on a des costumes du Ku Klux Klan, on a des costumes très inspirés des officiers SS. On a même un personnage en masque de blackface. À un moment donné. Je pense que ce film-là est vraiment comme un revenge fantasy un peu, donc où on voit les personnes noires reprendre le contrôle, c'est pas vraiment le bon mot, mais bon, dans le fond, eux aussi peuvent profiter de la purge en un sens pour enfin se défendre, enfin contre-attaquer un peu. Contre-attaquer, c'est ça. Puis, il y a des scènes, justement, qui sont clairement des revenge fantasy. Mais je pense à la fille, à un moment donné, qui asperge un pussy-grabbing motherfucker avec du poivre de Cayenne. Ou à un moment donné, je pense qu'ils disent quelque chose à propos de puncher un nazi, de donner un coup de poing à un nazi, ce qui fait beaucoup penser au punch là, de Richard Spencer en 2017, quand il y a eu toutes les est-ce que c'est OK de frapper un nazi? Bon, il y a cette espèce d'écho-là, de double narration dans ce film-là, je l'avais trouvé très intéressante. Même si, oui, il y a des choses dans le film qui sont très grossières et ça manque encore. Là. Il y a vraiment très peu de subtilité dans The First Purge. Oui, exact. C'est ça que... Tu sais, il y a beaucoup de choses que j'ai aimées de ce film-là. Je trouve qu'il y a des très bonnes scènes de combat. C'est la première fois qu'on voit vraiment du fight, là, tu sais, à main nue, là, je trouve qu'il y en a des très bonnes scènes. Il y a un côté stylistique. C'est une collaboration avec le réalisateur des 3 premiers, puis un autre réalisateur que là, je n'ai pas les noms, évidemment. Gerard McMurray. McMurray. Parfait, merci. Puis, c'est ça, donc on voit vraiment la différence de style au niveau des jeux de caméra aussi. Comme tu as dit, Élise, il est beaucoup moins subtil dans le discours politique. Puis c'est peut-être qu'est-ce que ça représente très bien probablement les États-Unis à ce moment-là quand il est sorti. Donc je pense que c'était un film qui était nécessaire. Mais si on le prend juste comme divertissement, je trouve que c'est le moins bon de la série, personnellement. Mais c'est mon humble avis. Mais le côté qu'on perd en subtilité, je pense que c'était vraiment une volonté aussi de la saga, là, parce que je pense qu'avec ils se sont un peu rendu compte que leur espèce de discours
comme justement là, que l'homme a besoin d'exprimer ses pulsions violentes, tout ça. Il y a peut-être une partie du public qui l'ont pris un peu au sérieux. Alors que l'idée, je pense que depuis le début, c'est quand même de dénoncer un peu ça. Puis je pense qu'il est rendu dans une Amérique aussi divisée, puis l'Amérique de Trump aussi, il y avait quasiment pas le choix de comme juste faire yo, nous ce qu'on dit, c'est ça. Ouais. C'est pas. Oui, ils en ont beurré épais pour faire passer. Puis je pense que dans le 5e encore plus, là, puis à quelque part, la saga, je pense que pour demeurer comme mettons en phase avec ce qu'elle proposait, avec quasiment pas le choix d'aller là parce que la réalité était rendue tellement proche. Il y a les similitudes entre la saga et la réalité étaient rendues tellement grandes que ça aurait été facile de comme voir des choses là-dedans, comme voir une espèce d'apologie de la violence, alors que je pense que c'est le même problème qu'il y a bien des sagas de films, des fois, qui essaient de dénoncer quelque chose. On pense, mettons, à American History X, que c'était vraiment un film anti-nazi, mais que beaucoup de gens ont retenu de ce film-là, l'espèce d'imagerie de juste Edward Norton en chest, qui a l'air donc bien badass. Oui. C'est vrai. Oui. Il y avait quelque chose de presque inévitable s'ils voulaient conserver un peu leur discours, de comme tomber dans le. On l'appuie, là. On n'est plus dans la subtilité. Oui. Mais c'est vrai que c'est pas, du point, c'est intéressant pour tout, mais en ce qui concerne le côté plus divertissement ou thriller, on embarque un peu moins. Là. C'est plus un film qu'on observe, qu'on analyse, mais auquel on prend, on sent moins... on est moins dedans, mettons, comme spectateur. C'est ça. Mention quand même, encore une fois, moi, je vais être celle qui va parler des méchants. Mais j'aime un bon méchant dans un film. Puis mention à Skeletor, quand même, qui a de l'air complètement fou dans ce film-là. Là, vraiment. C'est le genre de drogué avec des spectres en face. Exactement. Puis j'ai bien aimé aussi l'utilisation des verres de contact de couleur. Oui. Les caméras, là. Quelque chose qui m'a fait décrocher, par contre, c'est le fait qu'il y ait des couleurs différentes. Pourquoi? Oui, j'ai pas compris ça. Il y a des rouges puis il y a des verts. C'est pas un style, là. En tout cas. Mais. Moi, je pensais qu'il y aurait comme un twist par rapport à ça. Il y en a qui sont comme. Quand c'est rouge, mettons, le monde est en train de regarder en direct ou je sais pas quoi. Mais finalement, non. Ils le disent pas. Non, c'est ça, mais bon, quand tu les vois dans le noir, puis tout ce que tu vois, c'est les pupilles qui brillent, ça, c'était intéressant. Ça, comme je disais, c'est ça, il y a des petits trucs stylistiques qu'on ne voit pas dans les autres. On voit qu'au niveau de l'esthétique, c'est un petit peu plus réfléchi. Sauf que, encore une fois, je sais pas, je me suis pas autant, j'ai pas autant embarqué dans celui-là. J'ai trouvé ça niaiseux avec les verres de contact. Il y a un des personnages qui participe qui décide de participer à la purge, finalement change d'idée, puis se rallie aux gentils, là, si on peut dire. Puis il enlève ses verres de contact, puis je me disais, maudit, garde-les. Je veux dire, ça va être pratique, là. Mais c'est peut-être fatigant. C'est vrai que c'est peut-être fatigant. C'est vrai qu'il y a des verres de contact, c'est pas toujours confortable. Mais quand ils les enlèvent aussi, justement, je me rappelle qu'il est dans le noir. Fait que moi, j'ai cru qu'ils les enlevaient parce qu'ils ne voulaient pas se faire voir. Oui, c'est vrai que c'est un peu con d'avoir des verres de contact flash. Tu essaies de te cacher. T'as peut-être raison. Le 5e maintenant. Oui, on va parler du 5e, on va l'aborder un peu plus. C'est le plus frais dans nos mémoires, puis on va avoir une discussion. On va sûrement spoiler. On avertit déjà d'emblée que si vous voulez voir le 5, peut-être faites pause, allez le voir et revenez écouter le reste du podcast après. Sinon, évidemment, sur YouTube, s'il y a une section particulièrement spoilery, je vais l'indiquer. Autrement, sachez-le, si vous voulez absolument éviter absolument tous les spoilers, fuyez, pauvre fou. Revenez pour nos recommandations quand même. Oui, évidemment. Donc, Élise, est-ce que tu veux nous parler de Forever Purge, peut-être nous faire un peu la prémisse du film? Oui, je vais essayer. De celui-là, en quelle année il se déroule? Celui-là, se déroule-tu maintenant? Non.
Ben, c'est encore dans le futur. On l'a dit tantôt, 2027, oui. OK. Bon, alors on a des immigrants mexicains qui travaillent au Texas. Il y en a un qui travaille sur le ranch d'un cowboy et puis il est meilleur à son travail que le fils de son patron qui lui en veut, dans le fond, et qui a des idées, qui est raciste aussi. Tandis que sa femme, elle, travaille dans une boucherie. Donc, le jour de la purge, mais sinon, mis à part le fils qui est pas fin, là, le reste de la famille, c'est genre, c'est des allies. Comme, les autres sont contre la purge. Le boss, il donne un bonus pour la nuit. Là, ça, je n'ai pas trop compris, par exemple, si c'était un bonus qui lui donnait le droit d'aller se cacher ou si c'était carrément de l'argent. Là, ça, c'était comme pas clair pour moi. Mais en tout cas. C'était de l'argent. Dans ma tête, c'était de l'argent. Oui, parce qu'après ça, tu as un autre personnage qui dit, c'est ça, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils nous donnent de l'argent. Puis moi, je vais utiliser cet argent-là pour autre chose. Puis... Oui, c'est vrai. Fait qu'eux autres, ils passent la nuit dans une espèce d'usine donc, qui est protégée par des hommes armés pour se protéger. Ils sont surtout avec d'autres immigrants, donc la plupart mexicains. Et à la fin quand c'est la matinée, ils sortent de leur cachette pour s'apercevoir que la purge continue. Donc, il y a un gros mouvement populaire qui vise à purifier l'Amérique, donc à se débarrasser de tout ce qui n'est pas blanc, en fait, tous ceux qui ne sont pas blancs. Et c'est carrément l'anarchie aux États-Unis. Donc, exceptionnellement, le Mexique et le Canada vont ouvrir leurs barrières pour une période limitée pour permettre aux personnes non armées de s'isoler le temps que la crise passe. Et ça va être une course contre la montre pour nos personnages principaux pour se rendre au Mexique, ce qui est tout de même... ironique, hein, parce que c'est le pays qu'il fuyait en premier, puis maintenant, c'est le pays qui est l'endroit qui leur offre justement la protection. Donc, moi, c'est ça. Ça va être une course contre la montre pour pouvoir se rendre avant la fin des portes ouvertes. Là. J'ai comme pas le mot, j'ai pas le mot qui me vient en tête, là, mais avant que le Mexique ferme les frontières, c'est ça. Ouais. Je pense que j'ai résumé ça pas trop pire. Oui, c'est très clair. J'avais rien rajouté ou retiré. Chloé, qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Tu sais, j'aime le 3e, puis j'aime moins le 4e, sauf que sinon, je les aime toutes. Moi, j'en prendrais 15 autres des purges comme ça. J'aime ça, ces films-là, ça me divertit, puis je trouve que c'est quand même intelligent, puis ça fait réfléchir. Puis... Oui, j'ai beaucoup aimé. Les personnages, encore une fois, sont super attachants. J'aime justement, la personne qui est un peu raciste, c'est pas un gros méchant, tu sais, c'est quelqu'un qui est comme du raciste, qui est intégré, qui a appris. Exactement. Puis qui va désapprendre au fil du film. Là. C'est pas un gros spoiler quand même, mais puis c'est ça, en fait, c'est qu'on a beau mettre une population dans tout le même panier, sauf que quand on apprend à connaître les gens en tant que personne, on réalise que nos préjugés ne sont pas valables parce que... on a peut-être des différences de culture, mais tout le monde est un peu pareil au final. Là, donc, je pense que c'est ça aussi le discours. Il y a des personnages féminins pas mal badass dans ce film-là aussi, c'est intéressant parce que il y avait je trouvais dans le 2 particulièrement, les personnages féminins font dur un peu. Sont attachantes et tout, mais c'est pas les plus... proactive. Non, exactement. Tandis que dans celui-là, non, il y a un switch qui se fait qui est très intéressant. Sinon, le mur, on peut s'en parler. C'est dans un monde où ils ont construit le fameux mur pour le Mexique. Puis là, ça va jouer contre les Américains, justement, parce qu'ils veulent traverser la frontière à l'inverse. Puis c'est ça, ils viennent retourner. Là, le discours politique, je pense qu'il est encore pire que dans le 4e. Là. Ils veulent vraiment retourner la situation puis se dire, mettez-vous à la place des Mexicains.
si vous étiez à leur place, si vous deviez fuir votre pays pour votre propre sécurité, pour votre propre vie puis celle de vos proches, comment vous trouveriez cette situation-là, tu sais, Fait que, ouais, non, moi, j'ai bien aimé. Oui. Raphaël? Ouais, ben moi, je suis assez d'accord avec tout ce que tu as dit. Je trouvais que c'était la suite logique. C'est là où c'est que la série devait aller pour, pour faire suite à Election Year, mettons, dans la chronologie. Là. Surtout parce que, tu sais, poursuivre encore l'actualité politique puis pour laquelle la saga Purge a toujours fait des parallèles, mettons. Tu sais, il y avait cette grosse crainte-là qui existait de comme les supporters de Trump, s'ils perdaient, qu'est-ce qui allait se passer? Tu sais, on a vu ce qui se passait au Capitole. Oui. Ça a été au final minime par rapport à ce qui aurait pu se passer avec toutes les milices armées aux États-Unis. C'était vraiment, je crois que c'était vraiment la place à aller, considérant la fin de Election Year. Mais ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est au niveau stylistique de la saga, c'est le premier Purge qui se passe de jour. Oui, c'est vrai. Toutes les autres purges se passaient la nuit, puis là, eux, ils décident justement de comme on veut faire continuer ça la journée, là, le groupe de supporters de la purge. Ouais. Puis justement, le fait que ça se passe de jour, justement, il y avait un côté très intéressant au niveau justement thématique. Là, on met vraiment la lumière sur c'est quoi la purge, puis c'est quoi le discours aussi. T'sais. On en parlait tantôt avec la subtilité qui commençait à s'étioler. Ben là, elle n'est plus pas toute là, la subtilité. Là. C'est clair. C'est de quoi ces films-là parlent. On ne le cache plus figurativement et aussi d'un point de vue thématique. C'est vraiment là un discours sur qu'est-ce qui se passe aux États-Unis puis où c'est que ça peut tendre. Évidemment, ça reste un peu over the top et un peu goofy à certains égards. La saga, ça a toujours été ça. On ne va pas faire de The Purge, mettons. C'est brillant, c'est bien pensé, mais c'est pas non plus transcendant. Là, je veux dire, encore une fois, l'espèce de côté un peu, on y va over the top, on est vraiment très clair. Mais ça a peut-être des limites au niveau de à quel point on peut dire que c'est génial. Mais en même temps, ça rend ça peut-être plus digeste et plus divertissant. Et ça va peut-être attirer un public justement qui ne serait pas nécessairement allé vers un film qui avait un discours de cet ordre-là. Puis ça peut-être essayer de planter des graines. Je trouve qu'au niveau de l'importance de ce film-là actuellement, je trouve qu'il y a quelque chose de bien intéressant. Là. Ça ne gagnera pas de prix, mais c'est un film qui est quand même important en ce moment, je pense, puis qui peut avoir des échos bien puissants, surtout aux États-Unis. Ouais. Puis maintenant que tu en parles... Non, vas-y. Okay. Maintenant que tu en parles, on peut faire un parallèle aussi parce que avec le Capitole, c'est-à-dire parce que c'est la NFFA qui appelle... qui crée la purge, donc qui fait l'appel à la violence. Puis c'est Trump aussi qui a fait l'appel à la violence au Capitole. C'était très clair, là, même s'il le renie. Hein, en tout cas, c'était quand même lui qui avait fait un appel aux armes. Oui. Élise. Ah oui, je voulais être sûre, je ne vais pas t'interrompre encore. Le côté western amène tout un nouvel éventail au niveau de l'iconographie américaine qui est vraiment très, très, très intéressant. Donc, avec évidemment le désert, les chevaux, les bottes de cowboy, les choses, le chapeau de cowboy. On a même un meurtre au lasso. C'était encore comme une espèce de... Ça rajoutait justement tout au discours là, sur l'idéologie américaine. Je pense aussi que celui-là faisait dans Election Year, même si, Election Year se situe, dans le fond, serait le premier film. C'est pas le premier film qui a été sorti, mais ce serait le premier film de la franchise. Finit sur une note optimiste tout de même. Donc, on sait que, ça n'a pas fonctionné, mais ça finit quand même sur, il y a des Américains qui vont continuer de se battre, tu sais. Celui-là, gros spoiler, là, celui-là, on voit que, la purge a finalement eu raison de l'Amérique. Et ça me faisait penser un peu... ceux d'entre vous qui ont vu la fin alternative de Get Out,
Donc, Non, je ne savais pas qu'il y avait une fin Non, alternative. moi non plus. ah ouais, ben là, j'ai un peu peur de la dire, là. Ah non, vas-y, vas-y. Ah, c'est correct. Avertissement à tout le monde. Gros OK. Ben, dans le fond, dans Get Out, la fin qui est bien connue, c'est qu'à la fin, là, j'ai oublié le nom des personnages. Là. Est-ce que c'est Chris, le personnage principal? En tout cas, Ouais. finit par tuer sa copine. Puis, il y a une voiture de police qui arrive et là, on se dit, ah, fuck, tu sais, il va se faire arrêter. Ouais. Finalement, non, c'est son ami. Mhm. Qui est dans la voiture. Mais dans la fin alternative, non, c'est pas son ami, c'est des policiers et le personnage principal va en prison. Pour ça. Donc, j'ai vu, ça m'a fait un petit peu penser à ça. Donc, ça aurait pu bien finir et on aurait voulu que ça finisse bien, mais non, on nous a vraiment comme confrontés à l'échec le fait que justement, ben, c'est ça, l'Amérique avait perdu. Il y a une scène d'ailleurs qui ressemble beaucoup à ce que tu viens de décrire. Il y a la Sud-Amérique, la Mexicaine en fait, puis son patron qui est noir qui se défendent contre des personnes qui vont purger encore malgré la fin de la purge. Puis quand la police arrive, c'est eux autres qui ont gagné, mais c'est eux autres qui se font arrêter. C'est vrai. Tu as vraiment la même scène. Puis je reviens aussi à ce que tu parlais pour les cowboys, qui est très... Tu sais, y a-t-il quelque chose de plus américain que le Far West? Là? Tu sais, c'est très, très américain. Puis le fait que tu aies un Mexicain qui est immigrant, qui arrive, qui est meilleur cowboy que le cowboy, ça fait que, oui, les immigrants peuvent être plus américains que les Américains. Donc, il y a moyen de s'intégrer. Puis on le voit aussi que la femme, elle essaie de s'intégrer en apprenant la langue, mais lui, il va s'intégrer peut-être justement à travers son travail, à travers une autre façon de faire. Moi, j'ai vécu ça, d'ailleurs. J'y ai repensé dernièrement en écoutant ce film-là. J'étais allée aux États-Unis, puis on parlait en français. Puis il y a une femme qui est passée à côté de nous, puis qui nous a dit « Parlez anglais », en anglais, évidemment. Mais donc, puis ça, là, je parle, ça fait 15 ans de ça. Donc, imaginez aujourd'hui, avec le discours qu'il y a en ce moment, les Sud-Américains qui parlent en espagnol, ils doivent se le faire dire régulièrement. Là. Ah ouais. Ouais, puis ça, on a le même discours au Québec. On parlait de faire des liens avec le Québec plus tôt, là. Apprenez la langue, apprenez le français. Vous êtes au Québec, parlez en français. C'est quelque chose que c'est dans notre réalité aussi, là. Puis bon, c'est un débat complètement différent, sauf que c'est quand même... C'est abordé. Tu sais, oui, c'est la communication, sauf que ces gens-là viennent de milieux, de régions extrêmement difficiles. Il faut leur laisser le temps aussi. On a aussi des personnes des Premières Nations dans ce film-là aussi, qui est un nouvel angle. Là. Je pense qu'on n'a jamais... en tout cas, je ne me souviens pas d'avoir déjà vu des peuples des Premières Nations dans la série avant. Ça, c'était vraiment, vraiment... j'espère que si en font un autre, on va les voir davantage parce que c'était vraiment, vraiment... en tout cas, bienvenue. Là. J'ai trouvé ça vraiment chouette de justement, voir, on parlait tout à l'heure d'un purge Alaska, un purge chez les Sioux, mettons, whatever, ça serait vraiment intéressant aussi. Oui, c'est vrai. Parce que c'est certain que ces personnes-là se feraient cibler par un événement semblable. Oui, absolument. En tout cas, c'est une série qui est très, très cynique, là, mais je pense que malgré ses défauts, elle reste très quasi essentielle. Là, oui. Il y a beaucoup à dire. Oui. C'est ça, c'est le genre de film qui peut vraiment apporter une réflexion. Des fois, c'est maladroit, des fois, c'est un peu n'importe quoi, mais quand même, le discours sous-jacent force à réfléchir. Ouais. Le fait que ce ne soit pas des films d'auteurs très obscurs, ça va chercher le plus de monde possible. Puis, c'est vrai que des fois, le message il passe peut-être mal parce qu'il y a des gens qui n'écoutent pas des films pour réfléchir, tout simplement, qui écoutent des films pour voir... puis c'est correct aussi. Là. Mais c'est ça, je pense que
fait exprès, tu sais, que ce soit des films grand public avec moins de... tu sais, tantôt, je disais qu'ils pourraient aller dans le plus trash, dans le beaucoup plus trash, mais c'est vraiment un choix qu'ils ont fait de ne pas le faire, puis probablement que c'est pour garder justement le public plus large. Il y a quand même des scènes de violence vraiment difficiles, j'ai trouvé. Peut-être que je sais, peut-être qu'ils ne sont pas au plus pires que celles des autres films, mais je les ai trouvées particulièrement difficiles à digérer. Le fait que ça se passe de jour, déjà, je trouve que ça rappelle à la réalité. Là, je veux dire, la vidéo de George Floyd, là, on en parle, là, puis il y a quelque chose de c'est quasiment plus proche de ce qu'on est habitué. On est peut-être presque plus habitué à voir cette violence-là, à quelque part même. Mm-hmm. Ça vient à faire des échos à la réalité. Oui. C'est ça, ça met mal à l'aise, mais d'un autre côté, parce que justement, c'est les échos à la réalité qui font que... tu parlais tantôt, je pense que c'est dans le 4e qu'on voit quelqu'un avec un masque de blackface. Oui. Moi, quand j'ai vu ça, oh là, j'ai crié, je pense. J'ai fait « wow », là, tu sais, c'est... puis c'est tellement fort, puis on le voit, tu sais, si tu clignes des yeux, tu le manques, hein. C'est très... on le voit très, très rapidement, mais c'est ça. Ça serait... Dans cette réalité, dans la réalité alternative de la purge, ça serait possible. Ça serait probablement ça que les gens feraient, tu sais. Ben oui, parce que les blackface sont encore beaucoup de personnes qui les défendent, là. C'est juste la comédie. Il n'y a pas de mauvaise intention, blablabla. Oui, absolument. C'est certain qu'on en verrait beaucoup s'il y avait une purge, une vraie purge. Oui. Ah ben, c'était super intéressant. Je pense qu'on peut conclure la discussion un peu là-dessus. On va tous être déprimés pour le reste de la journée. Exactement. Merci à toi d'être passé nous voir, Élise. Toujours un plaisir de te parler. On va sûrement te recevoir à un autre moment donné aussi sur un épisode futur. Et on peut toujours te lire sur Horreur Québec, à faire des critiques, notamment littéraires, mais aussi des films, mais aussi de temps en temps, et des dossiers. On a très hâte de lire ton dossier sur The Purge. Absolument. Oui, puis il y a du true crime aussi. Je fais beaucoup de true crime sur Horreur Québec. Merci beaucoup de m'avoir invité. Super, merci à tous. Oui, merci. Donc, on est maintenant dans la section des recommandations, comme à chaque épisode. Toi, Chloé, est-ce que tu as une recommandation que tu as envie de nous partager cette semaine? Oui, cette semaine, en fait, j'ai envie de recommander un podcast. C'est malheureusement en anglais, là. Ça prend des gens bilingues pour écouter ce podcast-là, mais je l'ai trouvé excellent. C'est du true crime. Ça s'appelle 911 Calls Podcast with the Operator. Okay. Dans le fond, c'est des appels 911 qu'on écoute, mais en même temps, tu as 2 autres qui vont discuter du cas en tant que tel qu'on entend. C'est des vrais appels 911? Oui, c'est des vrais appels 911. Donc, trigger warning, là, j'ai écouté, je ne sais pas si vous aviez déjà entendu l'appel du chimpanzé qui a attaqué une personne. C'est un appel qui était extrêmement populaire sur YouTube à un moment donné. Là. C'est très, très difficile à écouter. Okay? Ouais. Donc, c'est pas pour tout le monde, tu sais, faut voir. Mais les 2 autres, ils amènent un peu d'humour là-dedans, ce qui fait un peu descendre la pression. C'est pas très sérieux, là. Ils font des petites blagues ici et là pour détendre l'atmosphère un peu. Ouais. Puis aussi, tu as 2 appels à chaque épisode. Il y en a un qui est sérieux, puis il y en a un qui est un petit peu moins sérieux, un petit peu plus drôle, plus pour détendre l'atmosphère, encore une fois. Donc, si vous êtes des gens qui aiment écouter ce genre d'enregistrement-là, vous allez aimer ça, j'en ai aucun doute. Cool, c'est intriguant. J'ai jamais consommé ce genre de contenu-là, là, des appels NF1, mais une partie de moi qui est intriguée. Je pense que c'est quelque chose de peut-être un peu voyeur, mais de vraiment intéressant, un peu. Ouais, je trouve ça bien intriguant. Je vais essayer de jeter un œil à ça. Parfait. Puis toi, qu'est-ce que tu as écouté cette semaine?
On va faire un mini lien dans le sens qu'on reste dans l'univers du podcast, mais mon lien ne va pas tout à fait là. Mais j'ai écouté un des derniers épisodes de nos amis sur la route de l'horreur avec le réalisateur canadien Lowell Dean, réalisateur notamment des Wolf Cop. Puis ça m'a donné envie de me replonger un peu dans sa filmographie, puis de vous parler d'un film qui avait sorti, je crois, il y a 2 ans, qui est vraiment sur un autre ton que les Wolf Cop. C'est pas vraiment de la comédie d'horreur. Ça reste un petit peu second degré, mais pas tout à fait. C'est un peu plus sérieux, que ça s'appelle Super Grid. Puis j'ai pensé à ça parce qu'en plus, en voyant The Forever Purge, qui a un côté un peu presque post-apocalyptique, il y a du monde qui se tire dessus avec des guns dans le désert, puis c'est futuriste, etc. Puis moi, j'ai toujours fait pour ce genre de film-là. J'ai déjà parlé au podcast de mon amour pour Resident Evil 3 qui se passe dans le désert et de tout ça. Puis Super Grid, c'est un film justement un peu post-apocalyptique dans le désert. Justement, l'idée, c'est de comme un peu à la Mad Max de se déplacer d'un point A à un point B puis de survivre dans un univers hostile. Puis c'est un film justement qui est dans ce genre-là, mais qui est canadien, qui se passe au Canada. Donc déjà là, ça donne une twist intéressante. Ça se passe pas dans le fin fond du Texas. Et le Walden est très intéressant. Je vous encourage à aller écouter son entrevue avec les gars sur la route de l'horreur et de vous procurer ce film-là, de le regarder. Je pense qu'il est sur Amazon Prime. Bon petit divertissement. Je l'avais mis dans ma liste de fin d'année quand il était sorti. Bon petit film, je le recommande chaudement. Ah, ben je vais aller écouter ça. Cool. Ça fait que ça met fin à notre épisode sur The Purge. J'espère que vous avez apprécié, tout le monde, autant que nous, on a eu de fun à en parler. Donc, on se revoit dans 2 semaines pour un épisode qui va être probablement, en fait, c'est pas mal canné. On va parler de Fantasia, de la programmation de Fantasia avec des gens impliqués. Que vous ne voulez pas manquer ça si vous êtes intéressé par le plus cool festival de films de genre en Amérique et même au monde. Oh! Donc, à la prochaine. Bye bye!